lecture de ce rapport, vous avez encore une fois fait fi de la représentation démocratique dans cette ville et du respect de la loi, ce qui pour un ancien ministre de l'Intérieur est regrettable. Nous en avons l'habitude depuis le temps, mais cela ne vous excuse pas pour autant. Force est de constater le peu de cas que vous faites des rapports de la CRC, ne retenant que les choses positives. Alors ça, oui, vous les avez expliqué en détail, hein, pendant 1 heure, chronomètre en main, nous l'avons mesuré, toutes les choses positives qu'il y a dans ce rapport, mais vous n'obtempérez que très peu aux demandes qui sont faites, vous les contestez quasiment toutes. En comparant le dernier rapport rédigé par cette même chambre en 2014, on est pourtant passé de 7 recommandations à 26 cette fois-ci. Donc c'est bien qu'il y a quelques éléments qu'il faut revoir. Dans un souci d'objectivité, je vais donc parler ici des sujets qui ont interpellé la Chambre. Alors j'aime toujours lire les rapports de la CRC, et en cette fin de mandat, j'ai particulièrement apprécié celui-ci, dans lequel j'ai retrouvé un certain nombre des constats que nous faisons régulièrement dans cette enceinte depuis des années et que vous balayez régulièrement d'un revers de main. Ça fait toujours plaisir à lire et nous conforte dans nos analyses de votre politique. Il y a des sujets que vous avez refusé de traiter, malgré nos demandes répétées, par manque de courage, pourrait-on dire, ou pour éviter les problèmes. Être maire, c'est être responsable. Vous êtes d'ailleurs intervenu sur ce sujet vendredi dernier, monsieur le maire, aux entretiens de Valpré. Être responsable, c'est se conformer à la loi, c'est assumer les choix ou les non-choix de gestion de sa collectivité. Vous êtes donc responsable des manquements recensés dans ce rapport. Ils sont le reflet de votre gestion sous ce mandat. Dans le désordre et de manière non exhaustive, il y a tout d'abord des sujets de gouvernance. La Chambre, qui détaille précisément la place des arrondissements dans notre organisation, note l'absence de respect de leurs prérogatives déjà limitées, que ce soit dans les équipements de proximité ou la gestion du personnel, par exemple. Elle note également l'absence de section d'investissement propre à chaque arrondissement, sujet que nous avons plusieurs fois évoqué. Bref, ces éléments reflètent le peu de cas que vous faites du rôle des arrondissements. La Chambre relève aussi que le dispositif de la loi PML doit évoluer à l'heure de la métropole. Conseil d'arrondissement, conseil municipal, conseil métropolitain, quel est le bon échelon? Qui fait quoi et comment? Si la Chambre elle-même ne s'y retrouve pas, que dire des citoyens? Dommage que ce sujet n'ait pas été étudié et discuté en amont de la création de la métropole ou dans les premiers mois et les premières années de sa mise en place. La Chambre appelle à se pencher sur l'organisation administrative lyonnaise afin d'améliorer la lisibilité de l'action publique entre ces 3 niveaux. Nous espérons que vos successeurs s'attelleront à cette tâche. Sur un plan plus pratique des relations métropolitaines, au fil des pages, elle évoque l'importance des charges de centralité supportées par la ville, notamment en matière d'équipements culturels et sportifs, et la mise en place tardive et un peu mal finie du pacte de cohérence métropolitaine. Ce chantier de la répartition des compétences entre communes et métropoles, vous l'avez toujours évité malgré nos demandes répétées. Pourtant, vous étiez maire et président en même temps. S'il y en avait un qui pouvait le faire, c'était bien vous. Mais non, sans doute pour mieux vous assurer de la bienveillance de certains et éviter de raviver des tensions souvent perceptibles, c'est vrai, entre d'un côté Lyon et Villeurbanne, bénéficiaires certes de financements importants, mais aussi supportant des charges supérieures aux autres et les autres communes, vous ne l'avez pas fait. Je rappelle que les équipements participant à l'attractivité et au rayonnement de la métropole, comme l'Opéra ou l'ONL, sont principalement financés par la ville, avec un public à moins de 50% lyonnais pour l'auditorium, notamment de l'Opéra. Ce sujet restera donc à traiter par vos successeurs. En matière culturelle, d'ailleurs, et je rappelle que la culture représente 18% du budget de fonctionnement de la ville, soit plus de 100 millions d'euros de fonctionnement chaque année, ce rapport illustre encore une fois la complexité des modes de gestion des différents équipements. En régie directe pour l'ONL ou les Célestins, en mode associatif pour l'Opéra, en DSP pour le Transborder. L'Opéra de Lyon, par exemple, est une structure hybride unique en France. Une association bénéficiant de personnel mis à disposition par la ville de manière, semble-t-il, irrégulière. Alors sur ce point, vous n'en avez pas parlé d'ailleurs, je reconnais que cette nouvelle recommandation paraît assez curieuse puisque la Chambre n'en avait pas parlé jusqu'ici, ne s'était pas émue de cette organisation, mais en tout cas, elle illustre la complexité de la gestion de l'opéra, là aussi jamais remise en cause au fil des années. Sur l'état du patrimoine, ça a été dit également, outre le fait que nous soyons confortés dans notre démarche de demande de mise en place d'une mission d'information et d'évaluation de la politique patrimoniale et foncière,
La Chambre souhaite une estimation mieux objectivée des besoins en termes de conservation et de restructuration. Alors Madame Guy avait l'air de dire que tout était très bien en place, mais bon, selon la Chambre, il reste encore des marges de progrès. Ce sujet, nous l'avons souvent abordé en conseil lorsque nous évoquons les besoins de rénovation, de construction d'équipements, notamment scolaires et sportifs. Sur les piscines, l'offre de bassin à Lyon est 3 fois moindre que celle de Paris. Ça n'est pas nous qui le disons, c'est la CAC. Un petit mot également sur un autre sujet, sur la DSP de la Fourrière. Je constate que nos avis convergent également pour dénoncer des lacunes importantes, souvent évoquées ici, dans le suivi de la DSP qui s'est achevée en juillet 2019. Pour la nouvelle DSP qui démarre, vous dites vouloir être plus strict, alors nous verrons, mais il semblerait déjà que les nouveaux délégataires ne répondent pas à toutes les obligations réglementaires requises. Alors en termes de contrôle accru, on aurait pu espérer mieux, mais nous verrons. Mais enfin, le gros sujet qui occupe une vingtaine de pages et qui illustre bien votre manque de courage, c'est bien le volet ressources humaines. Ces remarques, nous les avons faites à de nombreuses reprises. Je cite donc la CRC. L'augmentation constante de charges de personnel sous ce mandat, l'opacité de l'organisation de votre cabinet, mélangeant collaborateurs de cabinet et conseillers techniques en réalité employés à des activités politiques en contradiction avec la loi, rattachement au cabinet du maire des services aussi divers que chauffeurs, services événementiels ou relations internationales, sans doute pour mieux noyer le poisson, taux d'absentéisme reflétant, je cite la Chambre, un mauvais climat social, et surtout une gestion du temps de travail très confuse. 300 règlements de services différents sur l'organisation du temps de travail que la ville n'est même pas en capacité de communiquer tous. Incapacité également à communiquer un décompte exact du temps de travail de chaque agent. Décompte pourtant obligatoire depuis l'an 2000 pour pouvoir mettre en place le régime des RTT et des heures supplémentaires. C'est quand même un sujet important. Vous semblez dire que le système informatique n'est pas au point, mais enfin depuis 2000, on est fin 2019. Versement d'heures supplémentaires donc sous forme de forfait déconnecté de la réalité du travail effectué puisqu'il n'est pas mesurable. Cette recommandation était déjà faite en 2010 par la Chambre. Non-respect, ça, je crois que je l'ai dit, et pas que moi, au fil de presque tous les conseils, non-respect des 1607 heures annuelles obligatoires depuis juillet 2001. La Chambre recommande sur ce point de supprimer le jour de congé exceptionnel, dépourvu de fondement, dit-elle, et de revoir les conditions d'attribution des congés fractionnés. Le régime des autorisations spéciales d'absence est jugé également trop favorable. Alors, monsieur le maire, je me demandais si vous alliez accuser la présidente de la CRC d'être pyromane, comme vous me l'avez fait la dernière fois, lorsque je suis intervenue sur ce sujet. Pourtant, elle ne dit pas autre chose que moi, elle va même beaucoup plus loin. Mais elle semble avoir plus d'influence que moi, puisque vous semblez enfin obtempérer, pas pour le prochain mandat, et puis la loi vous y oblige, mais enfin, elle vous y obligeait déjà depuis longtemps. Enfin, et pour conclure cette liste, au sein de ce chapitre, l'alinéa 4.3, qui a retenu l'attention de tous les journalistes, pudiquement intitulé « Cas particulier d'un agent administratif », un agent tombé dans une sorte de trou noir administratif, nous dit le rapport, entre 2009 et 2018, puisque personne n'est en mesure de dire quelle a été son activité et qu'il n'apparaissait dans aucun organigramme. Cerise sur le gâteau, cet agent mystère de catégorie C était gratifié d'un salaire de 2480 € brut par mois. Alors vous avez donné d'autres chiffres, monsieur Casse, mais dans le rapport, page 51, il est fait mention de ce salaire et d'un forfait mensuel d'heures supplémentaires renouvelables jusqu'en décembre de 1999. Franchement, nous ne comprenons pas pourquoi, à ce tarif, certains syndicats se plaignent des conditions salariales à la ville de Lyon. Pour nous rassurer, dans le cadre d'une enquête interne que vous avez diligentée, enquête dont nous n'avons eu ni communication de la lettre de mission ni de résultat, vous nous dites, pour justifier l'existence d'un vrai travail entre 2010 et 2015, notamment à la mission Serein de Saône, que 4 personnes ont vu travailler cet agent. 4 témoins en 5 ans. C'est déjà assez comique. Mais là où ça devient vraiment grave, c'est quand nous avons la description des missions de ces personnes. Il y a notamment la responsable grand projet de la métropole, dont nous pensons qu'elle n'était pas en permanence dans ce local pour attester de la présence et du travail de l'agent. Il y a également un agent de surveillance de la voie publique qui, comme sa dénomination l'indique, doit plutôt être dans la rue que dans un bureau. Et
puis j'ajoute, j'ai entendu tout à l'heure qu'il était précisé que cet agent, comme preuve de son existence, avait une action brouillonne et irritante. C'est un petit peu curieux comme justification. Alors, si l'édition du Progrès d'hier pouvait nous rassurer en nous montrant une photo d'un bureau au service emploi et carrière avec le nom de cet agent sur la porte, une recherche faite ce matin, parce que nous aimons vérifier les faits, faite ce matin sur l'annuaire interne de la ville, nous montre que cet agent n'y figure pas. Pas de nom, pas de téléphone, pas de mail. Êtes-vous sûr qu'il y a bien quelqu'un derrière la porte de ce bureau? Monsieur le maire, cette histoire en fait illustre à la fois l'opacité de votre système de suivi des ressources humaines qui cache sans doute d'autres trous noirs de la sorte, volontaires ou non. Alors votre adjoint s'est réjoui en début de semaine du fait qu'il s'agisse, je cite, d'une inertie administrative, drôle de terme qui vise à rejeter la faute sur d'autres, une inertie indépendante de votre volonté. Mais qui peut le croire? À minima, en tant que maire, c'est ce que je disais au début, vous êtes responsable de cette inertie administrative qui reflète, au-delà de ce sujet particulier, votre refus de prendre à bras-le-corps ces sujets de RH. En conclusion, je dirais que ce rapport illustre bien ce que nous reprochons à votre gestion depuis des années. Navigation au jour le jour, sans aborder les problèmes de fond, ni repenser l'organisation interne ou exploiter les possibilités créées par la nouvelle métropole. Immobilité et attentisme, facilité par le recours au levier fiscal en début de mandat. Ces sujets devront être traités par le prochain maire de Lyon. Nous lui souhaitons bon courage.